C'est l'heure de vous informer de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Grâce à près de 20 ans de coopération agricole avec la Chine, le Tchad a vu ses rendements rizicoles multipliés par 4, passant de 1,53 tonnes à 6,9 tonnes par hectare, grâce à la construction de canaux d'irrigation et à l'introduction de semences améliorées. Les précisions dans ce reportage. Les experts agricoles chinois ont aidé les habitants à construire près de 5 km de canaux d'irrigation, faisant passer le rendement du riz de 1,5 à 3 tonnes par hectare à 6 à 9 tonnes par hectare. Nous avons d'abord créé un champ expérimental de 6 hectares près de notre base. Grâce aux excellents résultats obtenus, plus de 30 hectares du village voisin de Midekine sont aujourd'hui cultivés avec des semences et des techniques chinoises. Avant l'arrivée des Chinois au village de Midekine, nous n'avions pas de travail. Aujourd'hui, avec l'arrivée des Chinois, nous avons trouvé du travail et appris de nouvelles techniques. Avant, beaucoup de jeunes de notre village n'étaient pas mariés. Autrefois, le nombre de ménages dans le village était d'environ 300. Aujourd'hui, ce nombre est passé à plus de 700 ménages. Nous remercions 1000 fois les Chinois. La coopération chinoise a plus de 20 ans aujourd'hui et nous nous réjouissons de cette longueur de collaboration et nous apprécions d'une bonne manière cette coopération parce qu'elle nous apporte les technologies nécessaires, elle nous apporte du matériel végétal pour pouvoir contribuer à la diversité génétique que le Tchad déjà possède. Grâce à l'appui chinois, le Tchad a développé plus de 5000 hectares de production de semences améliorées et 600 000 hectares de cultures utilisant ces variétés, de quoi assurer l'alimentation annuelle d'environ 3 millions de personnes. L'appui de la Chine renforce la production agricole locale et fait de l'agriculture un nouveau moteur de croissance pour le Tchad. Dans un tout autre registre, une meilleure fluidité du trafic, plus de chalands et l'apport dynamique de la culture et du tourisme stimulent la croissance du sous-centre de Beijing. La zone est en bonne voie pour devenir un pôle de consommation internationale. Récemment, la secrétaire d'État britannique au transport Heidi Alexander a visité la gare de Tongsu à Beijing, un hub de transport souterrain. Les images. La secrétaire d'État britannique au transport, Heidi Alexander, est devenue la première personnalité étrangère à visiter la gare de Tongzhou à Beijing depuis son ouverture. Elle a exprimé son admiration pour cet équipement au cours de la visite. Cette ampleur, quand on la voit, on voit juste l'ampleur de ce qui se trouve sous la surface. On peut constater le développement lorsqu'on visite la gare, et c'est assez époustouflant. Il n'existe rien d'une telle envergure au Royaume-Uni. Toutes les gares ferroviaires, les lignes de transport ferroviaire et les installations annexes sont situées en souterrain, avec une surface de plancher prévue de 1,28 million de mètres carrés. La gare offre également un soutien logistique solide à l'économie nocturne en pleine croissance. Depuis son ouverture officielle à la fin du mois de mai 2025, la zone de la rive ouest a attiré plus de 3,8 millions de visiteurs et généré un chiffre d'affaires total dépassant 15 millions de yuan. L'ambiance en soirée est excellente et le flux de piétons dans cette rue est très important. Le week-end, toutes les places sont réservées. Nous disposons de 40 tables et accueillons en général jusqu'à 200 personnes maximum. Deux grandes marches panoramiques en bord de l'eau ont supprimé la barrière visuelle qui empêchait autrefois les gens de voir l'eau. Elles servent désormais de scène pour des événements sportifs et des spectacles vivants. Lorsque vous visitez le pont de Dongguan, vous pouvez voir à quel point la région a évolué. Les équipements commerciaux et les parcs sont désormais vraiment impressionnants. L'endroit s'est développé de manière si agréable, avec des enfants qui jouent et des jeunes qui sortent. On ressent vraiment une énergie vibrante et juvénile dans l'air. Le district de Tongzhou, qui abrite le sous-centre municipal de Beijing, a vu son PIB passer de 65 milliards à 163,88 milliards de yuan au cours d'une décennie de développement. De meilleurs transports, un afflux croissant de visiteurs et une scène culturelle et touristique en plein essor transforment le sous-centre de Beijing en un district urbain moderne, vivable et de classe mondiale.
Nous poursuivons cette session d'information. La soi-disant sentence arbitrale sur la mer de Chine méridionale est une déclaration très contestable sur le plan juridique et un test politique visant à mettre la Chine en accusation selon un chercheur français. Le point est dans ce reportage. 10 ans après l'annonce de la soi-disant sentence arbitrale sur la mer de Chine méridionale, les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont publié une déclaration commune réaffirmant leur soutien à cette décision. La Chine rejette cette initiative qu'elle juge dénuée de fondements juridiques et motivée par des considérations politiques. Bruno Guéigué, chercheur français en philosophie politique et observateur de la scène internationale, a indiqué qu'il y avait des choses qui laissent perplexes dans ce document. On voit les signataires évoquer le recours à la force, qui serait présumément celui de la Chine, alors même que la Chine n'a jamais fait usage de la force dans le différend qui l'oppose aux pays riverains de la mer de Chine méridionale. Et alors même que les États-Unis, signataires de ce document, eux, font preuve, encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, du recours à la force, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a estimé que le document était un test politique visant à mettre la Chine en accusation. On parle aussi de l'action déstabilisatrice qui serait supposément celle de la Chine, alors même que la Chine n'a jamais déstabilisé quoi que ce soit dans la région et a simplement fait valoir ses droits historiques et essayé de négocier avec ses partenaires riverains de la mer de Chine un accord en bonne et due forme. Donc un texte au bout du compte qui est très contestable sur le plan juridique, qui n'avance aucun argument sérieux et qui est d'abord un texte politique visant à mettre la Chine en accusation. Selon lui, le document est entaché de vices d'unilatéralité sur le plan juridique, ce qui interdit d'en faire la pierre de touche d'un règlement négocié de ce différend. Au fond, une sentence arbitrale ne vaut que si les parties prenantes de cet arbitrage sont d'accord sur le principe de l'arbitrage. Or, la Chine l'a récusé d'emblée en disant non, c'est un problème qui doit relever de la discussion et de la négociation entre États souverains, et il n'y a aucune règle de droit international qui peut contraindre un État à privilégier telle ou telle forme de règlement des conflits. Ce qui fait qu'en réalité, sur le plan juridique, cette sentence arbitrale me paraît entachée d'un vice d'unilatéralité, en quelque sorte, qui interdisait d'en faire la pierre de touche d'un règlement négocié de ce différend. Venons maintenant en Afrique où des experts éthiopiens avertissent que certaines régions du pays pourraient connaître des précipitations inférieures à la normale pendant la saison des pluies principales en raison du retour d'El Niño, un phénomène climatique susceptible de perturber les conditions météorologiques et d'avoir des répercussions sur la production alimentaire, l'approvisionnement en eau et la santé publique. Ensemble, suivons. El Niño se produit lorsque les températures de surface de l'océan Pacifique deviennent plus chaudes que la normale, ce qui influence les systèmes météorologiques à travers le monde. L'Organisation météorologique mondiale indique que ce phénomène pourrait aggraver les phénomènes climatiques extrêmes dans de nombreuses régions, augmentant ainsi le risque de sécheresse, d'inondations et de vagues de chaleur. Dans la région de la Grande Corne de l'Afrique, les prévisions climatiques indiquent des précipitations inférieures à la normale dans plusieurs zones pendant la saison des pluies qui s'étend de juin à septembre. En Éthiopie, les météorologues surveillent de près la situation car des millions d'agriculteurs dépendent des pluies saisonnières pour leurs récoltes. Les parties orientales et centrales de l'océan Pacifique indiquent une transition d'une température de surface neutre vers une phase de réchauffement, ce qui signifie que la prochaine saison des pluies se déroulera dans des conditions El Niño faibles à modérées, selon les prévisions des centres climatiques nationaux et internationaux. Selon l'Institut météorologique éthiopien, la moitié du nord du pays devrait connaître des précipitations normales à inférieures à la normale, tandis que les régions occidentales pourraient enregistrer des précipitations moyennes à supérieures à la moyenne. Les autorités indiquent que la saison des pluies a déjà commencé dans certaines parties de l'ouest de l'Éthiopie, certains districts ayant enregistré des précipitations importantes. Cependant, des inquiétudes persistent concernant les zones qui devraient connaître un déficit pluviométrique et des périodes de sécheresse prolongées. Les précipitations prévues, qui devrait être normale à inférieure à la normale, pourrait avoir un impact négatif sur l'agriculture et sur la disponibilité des ressources en eau. Les précipitations saisonnières seront donc normales à inférieures à la normale.
Cela pourrait également avoir des répercussions sur le régime pluviométrique. Nous nous attendons à des déficits pluviométriques, à des déficits d'humidité et à des jours de pluie irréguliers. Les Nations Unies exhortent les gouvernements à renforcer leur système d'alerte précoce et leurs mesures de préparation face au développement du phénomène El Niño. En Éthiopie, les autorités affirment qu'une surveillance continue et des avis diffusés en temps opportun seront essentiels pour aider les communautés à s'adapter à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles. Page sport à présent, le Maroc a vu son rêve de demi-finale de la Coupe du Monde 2026 s'arrêter net face à la France, 2-0 en quart de finale. Malgré l'élimination, les supporters marocains célèbrent un parcours qui restera dans les mémoires. Reportage. Drapeau rouge flottant au vent, maillot des Lions de l'Atlas et chants qui résonnent bien avant le coup d'envoi. Des centaines de supporters marocains se retrouvent pour vivre ensemble ce quart de finale historique face à la France. L'ambiance est festive, les pronostics sont optimistes et tous veulent croire à un nouvel exploit. Le match sera difficile car l'équipe de France est très forte. Mais l'équipe nationale marocaine réalise un très bon niveau dans ce tournoi. J'espère que nous gagnerons le match malgré la force de l'équipe française. À mesure que le coup d'envoi approche, l'émotion monte d'un cran. Les familles, les jeunes et les plus anciens partagent le même espoir, voir le Maroc poursuivre son aventure mondiale. Les téléphones sont prêts à immortaliser une soirée qui pourrait entrer dans l'histoire. J'ai confiance en notre équipe nationale pour réaliser une belle performance et vaincre la France. Le scénario tant espéré ne se réalise pourtant pas. Solide et efficace, la France s'impose 2-0 et décroche son billet pour les demi-finales. À la sortie, les visages sont marqués par la déception, mais les applaudissements accompagnent encore les Lions de l'Atlas. Nous remercions notre équipe nationale, nous sommes satisfaits de leur performance. Mais c'est le football, il y a des victoires et des défaites. La France est une équipe très forte, mais l'équipe marocaine a un bel avenir dans le football et est considérée comme l'une des meilleures équipes du monde actuellement. L'aventure s'arrête en quart de finale, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle fois, les Lions de l'Atlas ont rassemblé tout un peuple derrière eux et confirmé que le football marocain s'est durablement installé parmi les meilleures nations. Malgré l'élimination, les chants des supporters résonnent encore. La déception d'un soir n'efface pas la fierté d'un parcours qui continuera d'inspirer toute une génération. Expansion dans l'industrie automobile, la Tunisie ne veut plus être un simple fournisseur de pièces, elle vise désormais la production de véhicules finis et la mobilité électrique. Les précisions dans ce reportage. L'industrie automobile tunisienne est devenue l'un des secteurs d'exportation les plus dynamiques du pays. Elle génère aujourd'hui environ 4,3 milliards de dollars d'exportations annuelles, emploie plus de 120 000 personnes et regroupe plus de 3 000 entreprises intégrées dans les chaînes d'approvisionnement européennes et mondiales. Ces chiffres confirment que ce secteur est un moteur économique, mais notre avenir réside désormais dans une intégration industrielle à forte valeur ajoutée. À l'avenir, notre objectif ne sera pas seulement d'augmenter le volume de production, mais aussi de créer de la valeur. Les ambitions du pays vont désormais bien au-delà de la simple fabrication de composants individuels. Alors que les véhicules électriques redéfinissent l'industrie automobile mondiale, les décideurs politiques y voient une opportunité pour la Tunisie de devenir un pôle de production régional, desservant à la fois les marchés européens et africains. Aujourd'hui, l'objectif va au-delà de la fabrication de pièces détachées pour viser la production d'une voiture entièrement tunisienne sur le sol tunisien. Face à la croissance rapide du marché africain, la Tunisie mise sur son rôle de plateforme régionale pour la construction automobile, en particulier celle des voitures électriques, qui sont le moteur de la transformation mondiale du secteur des transports. Les leaders du secteur affirment que la prochaine étape pour la Tunisie consistera à se développer autour de la mobilité électrique, allant des composants et des infrastructures de recharge aux compétences et à l'innovation. Et faciliter aussi, commencer à investir sur tout l'écosystème d'électromobilité qui va permettre justement la transformation des véhicules, de l'automobile en Tunisie pour permettre toujours aux entreprises tunisiennes de rester compétitives et d'attirer de plus en plus d'investisseurs. La construction de cet avenir passe d'abord par les compétences.
Plus de 3000 professionnels ont déjà suivi une formation spécialisée dans le secteur automobile afin de répondre à la demande croissante d'expertise en fabrication de pointe. Le véritable défi pour la Tunisie est de dépasser son rôle de fournisseur industriel ou de base d'assemblage, et de se positionner comme un acteur axé sur la technologie, capable de produire des véhicules finis. Avec des exportations automobiles qui devraient dépasser les 4,5 milliards de dollars cette année, le prochain défi de la Tunisie n'est pas seulement de produire davantage, mais de produire plus intelligemment. Passer du statut de fournisseur de pièces à celui de pôle compétitif pour l'innovation, la fabrication de pointe et la mobilité du futur. Direction à présent la France où les divisions internes croissantes au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN touchent la nature du lien politique entre les États-Unis et l'Europe et montrent que l'alliance semble redéfinie du côté américain comme business, selon un spécialiste des relations internationales françaises. Ensemble, regardons. Les dirigeants de l'OTAN ont conclu mercredi un sommet de 2 jours avec des engagements soigneusement formulés en faveur de l'unité et des annonces de nouveaux achats d'armement. Cependant, les pressions exercées par le président américain Donald Trump concernant les dépenses de défense, le Groenland et l'Iran ont révélé les divisions internes croissantes au sein de l'Alliance. Donald Trump a pressé les membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses liées à la défense et à la sécurité à 5% du PIB, arguant que l'Europe s'est trop appuyée sur les États-Unis pour sa sécurité. En commentant ce sommet, Michel Rouimi, professeur d'économie à Sciences Po et spécialiste des relations internationales, a indiqué mercredi que les tensions au sein de l'OTAN montraient que la relation transatlantique était désormais un objet de négociation et de contestation. Ce n'est pas une simple crise passagère, parce que les tensions ne portent plus seulement sur un dossier précis. Elles touchent la nature même du lien politique entre les États-Unis et l'Europe. Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas parler de rupture consommée. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'une alliance en période d'ajustement profonde, de recomposition de long terme, alors que les Européens n'attendent plus le retour à la confiance d'antan, mais uniquement une transition plus ordonnée. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la relation transatlantique n'est plus une évidence. Elle est désormais un objet de négociation et de contestation, voire peut-être de recomposition à terme. Selon M. Rumi, historiquement, l'OTAN se présente comme une alliance fondée sur des valeurs partagées. Sur le papier, la dimension normative reste donc centrale, mais en pratique, l'alliance ressemble à un business pour les États-Unis. Mais en pratique, elle semble progressivement redéfinie du côté américain comme un instrument transactionnel, c'est-à-dire un business. Autrement dit, la dynamique actuelle donne de plus en plus le sentiment d'une alliance gouvernée par le rapport de force, la réciprocité et la capacité de chacun à contribuer militairement et politiquement. Une alliance où l'engagement se mesure moins à la convergence politique, mais à la contribution financière et à l'alignement stratégique. Il a estimé que les valeurs de l'OTAN ne suffisent plus à faire fonctionner l'alliance sans un socle d'intérêts partagés clairement assumé. La vérité est probablement hybride. L'OTAN n'a pas cessé d'être une alliance de valeurs, mais ces valeurs ne suffisent plus à la faire fonctionner. Sans un socle d'intérêts partagés, clairement assumé. Et si les États-Unis exigent désormais non seulement plus de dépenses, mais aussi plus d'alignement stratégique, alors l'alliance glisse progressivement vers une logique plus transactionnelle où la solidarité est moins proclamée que négociée. Pénurie de véhicules, flambée des prix sur le marché de l'occasion. En Algérie, de nombreux consommateurs se tournent vers l'achat d'investissements, une pratique spéculative qui aggrave l'inflation automobile. Face à cette situation, le gouvernement accélère ses projets d'intégration locale pour réduire sa dépendance aux importations. Les images. L'achat d'investissement est une pratique consistant pour les acheteurs à acquérir des voitures neuves au prix officiel, puis à les revendre en réalisant des bénéfices bien plus élevés. Cela alimente l'inflation des prix automobiles, rendant impossible pour l'Algérien moyen de s'offrir un véhicule neuf sans devoir faire face à des majorations exagérées. Ce phénomène aggrave le plus souvent l'accessibilité et alimente la spéculation.
La hausse des coûts des voitures d'occasion et des pièces détachées a incité le gouvernement à adopter une nouvelle stratégie. Les autorités souhaitent renforcer l'intégration locale et réduire la dépendance vis-à-vis des composants automobiles importés grâce à la mise en place de nouveaux projets dans les provinces de Batna et de Tisemsilt destinés à la production de carrosseries, de composants en plastique et de pièces détachées. La dernière tentative de l'Algérie vise à redynamiser les actifs industriels et à construire un écosystème plus solide autour de la fabrication, des fournisseurs et des compétences locales. Grâce à sa situation stratégique et aux avantages qu'elle offre aux investisseurs, l'Algérie a le potentiel de créer un environnement d'investissement attractif, capable de soutenir le lancement d'une véritable industrie automobile. Pour les concessionnaires et les consommateurs, la promesse d'une production locale pourrait se traduire par un meilleur accès aux pièces détachées, une pression moindre exercée par les importations et un approvisionnement plus stable en véhicules et en composants. Les usines qui produiront pour nous des pièces détachées et des panneaux de carrosserie les fabriqueront ici, en Algérie. Ce sera une avancée majeure, dont les consommateurs algériens seront très fiers. Plus la production locale de pièces détachées et de composants automobiles sera importante, plus nous, en tant que concessionnaires, seront parmi les premiers à en bénéficier. Alors que de nouveaux projets de fabrication prennent forme, l'Algérie mise sur une intégration locale plus poussée pour transformer son secteur automobile en un moteur de croissance industrielle, d'emplois qualifiés et de diversification économique à long terme. Et pour finir ce tour d'actualité, face à la flambée des prix du carburant, des investisseurs locaux au Nigeria ont équipé des minibus de panneaux solaires, offrant ainsi une alternative de transport plus abordable et durable. Reportage. Au Nigeria aujourd'hui, chaque né raconte. Face à la forte hausse du coût de la vie, les habitants cherchent des modes de déplacement plus astucieux et moins chers. À Kaduna, les habitants ont trouvé une solution pratique face aux prix élevés de l'essence, des minibus électriques transformés. Selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, l'inflation globale s'élevait à 15,93% en mai. Dans ce contexte, ces minibus électriques apportent un réel soulagement aux chauffeurs comme aux passagers. Les chauffeurs réalisent bien plus d'économies avec les moteurs électriques qu'avec les véhicules à moteur thermique. Car les voitures thermiques utilisent du carburant, alors que celles-ci n'en utilisent pas. Il suffit de recharger la batterie et de continuer à rouler. Par ailleurs, les passagers paient moins cher. Par exemple, pour le trajet entre Kao et Kana, ils déboursaient 500 Naira auparavant, alors qu'ils ne paient que 200 Naira avec ces véhicules électriques. Tout le monde y gagne donc. Le Nigeria a dépensé environ 4,9 milliards de dollars en équipements de transport et pièces détachées automobiles entre 2023 et 2025. Pourtant, le pays est toujours confronté à des pannes de véhicules fréquentes et à des pièces de rechange de qualité inférieure. Les conducteurs de bus commerciaux font partie des plus durement touchés, devant constamment réparer les moteurs et remplacer des pièces. Mais les exploitants affirment que la transition vers l'électrique a été différente. Sincèrement, le bus électrique à énergie solaire est mieux pour moi en tant que conducteur. J'ai fait l'expérience des deux, et celui-ci n'a pas de chaleur, pas de fumée, pas de réparations mécaniques inutiles, ni de panne soudaine, ni de changement de vitesse qui demande de l'énergie. Il suffit de conduire, et c'est tout. Au-delà des économies réalisées, cette innovation est également respectueuse de l'environnement. Les bus fonctionnent à l'électricité, avec des panneaux solaires qui aident à recharger les batteries. Ce fonctionnement silencieux et propre séduit les usagers. Ma première expérience avec le bus électrique, c'est que je n'ai entendu aucun bruit et que c'était silencieux. Il n'y a donc pas de bruit de moteur, car il n'y a pas de moteur dans le véhicule, mais une batterie. Avec le bon soutien et les bons investissements, selon les experts, la transition vers l'électrique pourrait marquer le début d'un virage plus large des conducteurs commerciaux vers l'abandon de l'essence. Et à long terme, ils estiment que de telles innovations pourraient contribuer à réduire la forte dépendance du Nigeria au pétrole et ouvrir la voie à des options de transport plus propres et plus durables. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir préférés. Pour vous informer, juste après, on retourne à Grand Popo pour poursuivre le championnat national scolaire en cours depuis samedi dernier. Excellente suite de programme. Au revoir.